Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc continuer aujourd'hui sur la question des métaphores conceptuelles. Je vous rappelle simplement que nous avons vu trois types de métaphores. L'amour est un voyage, trois exemples, disons. La discussion, c'est la guerre, et puis time is money, donc le temps, c'est de l'argent. Alors, ces trois métaphores conceptuelles, ce sont les exemples liminaires de Lakoff qui expliquent déjà un certain nombre de choses, mais il reste un certain nombre de points à explorer et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Je voudrais, avant de commencer, dire deux choses tout de même. C'est que on a parlé depuis le début de ce cours sur les métaphores conceptuelles du conceptuel comme si c'était évident ce qu'est un concept. C'est évidemment une question en soi. Le sens dans lequel les linguistiques cognitives emploient le mot concept, c'est évidemment un sens très particulier, qui est très répandu, bien sûr, mais qui signifie rien de plus que représentation mentale. Un concept, c'est pour la linguistique cognitive une représentation mentale. Ça n'est pas si clair que ça. Aujourd'hui, dans la recherche en linguistique cognitive, il y a des courants anti-représentationnalistes qui considèrent qu'on ne peut pas tout traiter à partir de représentations mentales. Bref, c'est un point qui mériterait débat en lui-même. Mais par ailleurs, il y a d'autres acceptions possibles du concept de concept. Il y a une histoire de cette notion qui vient de la philosophie grecque et qui s'est développée ensuite à l'âge classique pour arriver, disons, avec Kant au concept au sens de Begriff, c'est-à-dire cette idée que le concept Begriff, c'est greifen, c'est saisir. Le concept conceptus, c'est capio, c'est saisir. Il y a cette idée d'une saisie dans le concept. Il y a aussi cette idée que le concept est un outil technique de la philosophie. La philosophie, selon la formule de Deleuze, vous savez, elle crée des concepts. Ça n'est pas dans ce sens-là qu'on entend concept ici. On l'entend dans un sens beaucoup plus restreint, si j'ose dire, plus technique, enfin pas plus technique, mais dans un sens différent, disons, un sens différent, qui peut pour l'instant être résumé par cette équivalence avec représentation mentale. Un concept, c'est une représentation mentale. Je ne dis pas que représentation mentale, c'est parfaitement clair. Il faudrait voir ce qu'on appelle une représentation. Le mental, qu'est-ce qu'on entend exactement par là? On pourrait préciser, mais ça nous conduirait à des considérations, disons, plus fondamentales. Et mon objectif ici dans ce cours, c'est quand même de vous donner une idée générale de l'esprit des sciences, des linguistiques cognitives en elles-mêmes. Alors, ces métaphores, l'amour est un voyage, l'argument c'est la guerre, le temps c'est de l'argent, ce sont des métaphores dont on a vu qu'elles semblaient assez universelles. J'ai posé la question aux étudiants chinois, personne n'était gêné par ces métaphores. On les trouve dans toutes sortes de langues. Ça n'exclut pas qu'on puisse trouver une culture dans laquelle c'est impossible à dire. Mais en réalité, il y a des cas où une métaphore conceptuelle est très vivante dans une culture et pas dans d'autres. Alors, j'ai trouvé un exemple pour ce cours, justement, avec le chinois, à partir donc d'une thèse d'un chercheur chinois sur l'approche cognitive de la métaphore de l'eau. Et il donne, ici j'ai repris les conclusions, pas les conclusions, mais les apports, les principaux apports de son travail. Donc, où il dit il a travaillé sur les métaphores conceptuelles qui ont comme domaine source l'eau. Et donc, il distingue 8 catégories de métaphores conceptuelles qui prennent comme domaine source l'eau. Alors, le mouvement, c'est de l'eau. Le temps, c'est de l'eau. Alors, le mouvement, c'est de l'eau.
pourquoi pas? Pour nous, même si en français, je ne vois pas bien des expressions linguistiques comme, si vous voulez, qui serait l'équivalent de... quand on argumente pour dire que la discussion, c'est la guerre, est une métaphore conceptuelle pertinente en français, on va dire, bah voilà, il a détruit mes arguments, il a attaqué mes positions, etc. Est-ce que vous voyez en français des expressions où le mouvement serait de l'eau? Oui, attendre, ou bien en italien, ça existe. Par exemple, attendre à côté de la rivière, c'est-à-dire l'eau s'écoule, passe, Oui. et le temps aussi. Oui, mais pour le temps. Le temps. D'accord, pour le temps. Je parlais du mouvement, mais bon. Alors le temps, c'est de l'eau. Là aussi, c'est assez curieux. Pour nous, c'est pas du tout. Enfin, on comprend la notion d'écoulement du temps. Alors effectivement, on a cet écoulement du temps. Ça vise bien cette métaphore conceptuelle de l'eau. Oui. Oui, oui. Les temps et les mouvements sont liés, en fait. Oui. Architecture psychique, ça correspond, les deux choses correspondent, il me semble. Bien sûr, ça c'est certain. L'argent, c'est de l'eau. L'argent lui coule entre les mains. On a quelques expressions, mais c'est très marginal dans nos langues, j'ai l'impression. Hein. Les émotions sont de l'eau. Alors ça, submergé par ses émotions, oui, c'est un bon exemple. Le pouvoir, c'est de l'eau. Ça vous paraît bizarre, même à vous Oui. Est-ce que vous auriez... Il manque les exemples. Bah oui, je ne vous ai pas donné les exemples. Je me suis dit, ce sont des métaphores conceptuelles habituelles en chinois. Les étudiants chinois vont me trouver des exemples. Non, mais on voit bien que l'idée que l'eau, quand il y a une inondation, quand il y a quelque chose, c'est extrêmement puissant. Hein. On voit bien quel peut être le fondement. Alors, vous trouvez une idée ou ça vous paraît curieux? Ça vous paraît bizarre? J'ai trouvé une exemple, mais je ne sais pas comment traduire. Non, mais si vous traduisez littéralement, par exemple, ça donnerait quoi? Le pouvoir, l'eau, c'est pouvoir, c'est l'eau peut, comment dirais-je, peut supporter le bateau ou peut renverser le bateau. D'accord. Les pensées ou les idées sont de l'eau, la vertu est de l'eau. Ça, la vertu est de l'eau. Ça, c'est très bizarre pour nous. Hein. Pour nous, je veux dire, occidentaux. Est-ce que pour vous... La vertu suprême, c'est comme de l'eau. Alors pourquoi? Quel est le... La pureté, le calme. J'ai lu quelque chose au sujet de l'opposition entre l'eau et l'huile, par exemple. Est-ce que ça vous parle, ça? Non? La vertu suprême, c'est de l'eau. Bon, alors ça, c'est une métaphore conceptuelle. Bon, il faudrait regarder dans le détail de cet article, hein, bien sûr, de ce texte. Je me souviens plus si c'est un mémoire de master ou une thèse. Je ne crois pas que ce soit un article. Enfin, en tout cas, il y a un petit résumé qui est donné ici sur ce lien. En tout état de cause, on a ici un exemple d'un domaine source, l'eau, qui est beaucoup plus exploité dans la culture chinoise que dans les cultures européennes. Alors, maintenant, on va continuer notre approfondissement de ce concept de métaphore conceptuelle. Il y a un premier point que développent Lakoff et Johnson, c'est l'idée qu'une métaphore conceptuelle masque autant qu'elle montre. Hein. Il y a une mise en valeur et un masquage dans la systématicité métaphorique. Alors, l'exemple que donnent les auteurs est emprunté à un certain Michael Reddie qui a développé, mais d'une manière, c'est pas juste un petit exemple, hein, il a développé cette notion d'une manière assez approfondie dans une perspective de communication plutôt, la métaphore du conduit. Alors, qu'est-ce que c'est que la métaphore du conduit? C'est l'idée, c'est une certaine métaphorisation du circuit de la communication. Autrement dit, dans la métaphore du conduit, les idées ou les significations, les sens, etc., sont des objets. Les expressions linguistiques, les mots, contiennent
les idées. Et communiquer, c'est se passer, c'est faire parvenir à quelqu'un des idées qui sont contenues dans des mots. D'accord ? Il y a le mot qui est un contenant, dedans il y a une idée, et on donne le mot à quelqu'un, ou les phrases, etc., comme si on donnait à quelqu'un, je sais pas, une marmite dans laquelle il y a de la soupe. C'est vraiment ça. C'est la métaphore du conduit, c'est une métaphore très matérielle pour parler de quelque chose finalement d'assez abstrait. Alors, cette métaphore, elle est justifiée par ces exemples. Alors, je vous ai donné à chaque fois quand elle y est la version française. Donc, c'est dur de faire passer cette idée, ici. C'est moi qui t'ai donné cette idée. I gave you that idea. Vos raisons nous vont droit au cœur. Alors bon, ça c'est une adaptation en français de l'expression américaine. Il m'est difficile de mettre mes idées. Alors, put my ideas into words. Ici, on a traduit, enfin les auteurs, les traducteurs du livre ont traduit par mettre mes idées sur le papier. Mais c'est mettre mes idées en mots, en fait, littéralement. Donc on a toujours là, quand je dis mettre mes idées en mots, put my ideas into words, on a bien cette idée que les mots sont des contenants et dedans il y a les idées. Quand vous avez une bonne idée, essayez de la saisir immédiatement et de la mettre en forme. Donc évidemment, la traduction française ne traduit pas bien cette idée try to capture it immediately in words, c'est-à-dire la mettre en mots, c'est la même idée que on met cette idée dans le contenant qu'est le mot. Essayez de mettre plus de contenu dans moins de mots, donc là, même en français, elle passe bien, la métaphore. Tu ne peux pas te contenter d'introduire n'importe quelle idée dans ta phrase. Bon, là, c'est une adaptation française, mais on a toujours le into qui montre qu'il y a ici, c'est la phrase qui est le contenant des idées. Le sens est caché dans les mots. Bon, la métaphore conceptuelle passe bien en français. Celle-ci, elle n'est pas traduite en français, ils l'ont sautée. Don't force your meanings into the wrong words. Bon, comment vous traduiriez ça ne déforme pas tes pensées dans des expressions inadaptées, dans des mots. Bon, alors je ne sais pas si le fait qu'il n'ait pas traduit est un oubli ou si c'est parce qu'ils ont eu du mal à traduire. Ces mots transportent peu de sens, ne transmettent pas beaucoup de sens. Cette phrase est vide de sens, without meaning, donc il n'y a pas de sens dedans, donc là encore on a bien cette métaphore du conduit. Donc vous voyez que là, cette métaphore du conduit, elle s'illustre assez facilement, elle correspond à la vision un peu naturelle qu'on peut avoir, naturelle au sens de l'attitude naturelle, qu'on peut avoir de la communication linguistique. Alors, cette métaphore du conduit, elle masque, elle donne une certaine vision qui a une justesse, une certaine image de ce qu'est la communication langagière, mais elle masque quelque chose parce qu'elle suppose que les mots et les expressions ont un sens en eux-mêmes. Si je dis que je transporte mes mots, si je dis que je transporte mes idées en les mettant dans des mots, c'est que les mots, ils ont leur sens en eux-mêmes, et puis je les transmets à quelqu'un, etc., etc. Alors que le contexte et le locuteur jouent un rôle essentiel. Là encore, le correcteur orthographique de l'anglais m'a mis essential au lieu de essentiel, donc je corrige, et voilà. Donc, les exemples que donnent Laikoff et Johnson pour justifier cela, c'est, veuillez prendre le siège au jus de pomme. Alors, il faut imaginer, donc c'est un cas de métonymie, il faut imaginer qu'il y a une table dressée avec des boissons de différentes sortes et des chaises autour de la table, et il y a des verres avec, dans certains verres, du jus d'orange, dans d'autres, du vin, je ne sais quoi, et puis il y a un verre dans lequel il y a du jus de pomme.
devant lequel il y a une chaise, un siège, et donc on vous dit veuillez prendre le siège au jus de pomme, c'est-à-dire le siège qui est devant. Voilà. Donc dans ce cas-là, évidemment, seul le contexte permet de comprendre la phrase. De même, l'autre exemple, enfin je dis de même, mais c'est un exemple d'une nature un petit peu différente. Pardon, juste je corrige l'accent là sur siège. L'exemple donc, nous avons besoin de nouvelles sources d'énergie. Lakoff fait un petit commentaire disant que ça n'est pas la même, on ne va pas donner la même signification si la phrase est dite par un patron d'une industrie pétrolière et puis par des écologistes. Hein, évidemment, pour le patron de la Shell, c'est l'exemple que donnent Lakoff et Johnson, nous avons besoin de nouvelles sources d'énergie, ça veut dire qu'ils vont aller chercher de nouveaux gisements de pétrole, etc. Mais pour un écologiste, nous avons besoin de nouvelles sources d'énergie, ça veut dire qu'il faut des énergies renouvelables, etc. etc. Donc, c'est une évidence, hein, mais il la justifie quand même, que cette métaphore du conduit, donc elle masque des aspects importants de la communication linguistique. D'où la citation suivante, la métaphore du conduit ne convient pas au cas où un contexte est exigé pour déterminer si une phrase a une signification, et si elle en a une de laquelle il s'agit. C'est-à-dire que si j'analyse la phrase « Veuillez prendre le siège au jus de pomme » dans les termes de la métaphore du conduit, je ne peux pas expliquer, sauf à mettre en plus dans le conduit le contexte et tout ça, mais si je mets seulement le sens dans la phrase et que je transmets cette phrase à quelqu'un, il ne peut pas l'interpréter. Il a besoin d'autres éléments. Donc ça montre que la métaphore du conduit ne s'applique pas. Par conséquent, donc, les concepts métaphoriques ne donnent qu'une compréhension partielle des choses. Hein. Et il y a cette phrase de Lakoff et Johnson, un concept métaphorique est donc toujours partiellement inadéquat. D'accord ? Il éclaire certains aspects et il en masque d'autres. Au fond, cette métaphore du conduit, elle s'inscrit dans le cadre plus général de ce qu'on appelle parfois la linguistique spontanée. C'est-à-dire le fait que les locuteurs de n'importe quelle langue ont un savoir spontané sur leur langue. C'est-à-dire que maîtriser une langue, ça n'est pas seulement maîtriser une syntaxe, et puis avoir du vocabulaire, et puis pouvoir faire des phrases avec ça. C'est toujours en même temps véhiculer une certaine théorie spontanée de la langue, où on pense que par exemple, le sens des mots est dans le dictionnaire. C'est ce mythe du dictionnaire qui pense que pour trouver le vrai sens d'un mot, il faut aller chercher dans le dictionnaire. Ou ce mythe-là du conduit. Hein. Ces idées, cette métaphore conceptuelle, elle s'inscrit dans le cadre général de la linguistique spontanée. Alors parfois, la linguistique spontanée tombe juste. Par exemple, il y a des travaux sur l'argumentation qui montrent que la façon spontanée dont les gens considèrent que quelque chose, qu'une phrase est vraiment un argument ou n'est pas un argument, rejoint assez bien les travaux de la rhétorique. Et puis il y a d'autres cas où ça n'est pas du tout vrai. C'est-à-dire que, par exemple, ici, les linguistes ne voient pas du tout la langue comme selon la métaphore du conduit. Donc il y a un décalage ici entre la linguistique spontanée et la linguistique savante. Hein, et ça n'est pas toujours le cas. Alors, le point suivant qui va nous permettre d'affiner un petit peu la réflexion sur les métaphores conceptuelles, c'est que du livre de Lakoff et Johnson se dégage un embryon de typologie des métaphores conceptuelles. Bon, je ne sais pas si vous avez vu que j'ai mis le lien sur le site, le lien vers une version électronique du livre, hein, en anglais. Malheureusement, j'ai trouvé uniquement une version électronique en anglais. Donc je vous l'ai mise pour ceux qui auraient la curiosité d'aller voir. C'est quand même un livre, alors je ne sais pas Michel ce que vous en avez pensé, puisque vous, je sais que vous l'avez lu, puisque vous avez fait un travail dessus. C'est quand même un livre qui est écrit à la va comme je te pousse. Hein. C'est-à-dire qu'il n'est pas très rigoureux, il revient, il a quelque chose d'un peu étrange ce livre quand même. Hein. Donc la typologie que je vous dégage ici, bon, elle est facile à voir hein, dans le livre, mais elle n'est pas présentée comme telle. Hein. Il n'y a pas un chapitre typologie des métaphores conceptuelles. Vous avez un chapitre
sur, par exemple, sur les métaphores structurelles, sur les métaphores d'orientation, sur les métaphores ontologiques, mais après vous allez avoir un chapitre sur la personnification, et puis vous comprenez après que c'est un cas particulier de métaphore ontologique. Donc c'est un peu écrit d'une manière, disons, pas très systématique. Hein. C'est un livre, on a l'impression qu'il a été écrit plutôt pour le grand public que pour être un livre technique de linguistique, ce qui est peut-être le cas. Hein. Alors, la typologie qu'on peut dégager, c'est la suivante. Donc, il y a d'abord les métaphores qu'ils appellent structurelles, qui sont celles qu'on a vues. Hein. Les métaphores structurelles, c'est le cas où un concept est métaphoriquement structuré selon un autre concept. Par exemple, l'amour est un voyage, etc. Donc ça, ce sont les métaphores structurelles. Ensuite, il y a deux autres types de métaphores qui sont importants. La métaphore d'orientation, où là, on va voir, ce sont des coordonnées spatiales du type haut, bas, devant, derrière, etc., qui vont organiser tout un système de concepts les uns par rapport aux autres. Et enfin, on verra la métaphore ontologique, où là, nos expériences sont métaphorisées comme des entités ou des substances. Oui, il faut bien lire entité, en termes d'entité et de substance. Il y avait une coquille ici. Voilà. Hein. La métaphore ontologique, c'est comprendre nos expériences en termes d'entité et de substance. Alors, on va commencer donc, puisqu'on a déjà bien parlé des métaphores structurelles, je parle directement des métaphores d'orientation. Alors, premier exemple, je vous l'ai dit, hein, donc ça organise tout un système de concepts les uns par rapport aux autres et selon des paramètres qui viennent de l'espace. Et ça, c'est vraiment un leitmotiv des linguistiques cognitives, quelle que soit l'orientation, le domaine spatial est toujours un domaine source pour toutes sortes d'analyses. Hein. Et là, c'est très visible dans cet exemple, dans ce cas des métaphores d'orientation. Alors, premier exemple, le bonheur est en haut, la tristesse est en bas. Alors, il y a un axe haut-bas, selon lequel on situe plutôt le bonheur en haut et la tristesse en bas. Alors, les exemples, comme toujours, hein, je veux dire, l'argumentation repose sur des exemples. Je suis aux anges, ça m'a remonté le moral, il ne faut pas te laisser abattre, penser à elle me donne le vertige, ça c'est un peu bizarre. Je suis au 7e ciel, on comprend bien, je me sens en chute libre, donc pour dire la tristesse, je suis déprimé. Alors, on comprend mieux avec les traductions françaises, on comprend surtout pourquoi penser à elle me donne le vertige. Vous voyez, c'est la traduction de... C'est l'inverse en fait. Hein. Ici, thinking about her always gave me a lift. C'est-à-dire, c'est plutôt ça me... Hein, penser à elle, ça me... Comment on pourrait traduire ça me donne de l'enthousiasme, quoi. Enfin, oui. C'est difficile à traduire. Mais me donne le vertige, ouais, c'est quand même un peu bizarre. En tout cas, ça modifie complètement la métaphore conceptuelle. Puisque là, c'est plutôt quelque chose d'heureux. Le vertige, c'est pas spécialement un truc, même si c'est sur l'axe haut-bas, on n'a pas l'impression que ça renvoie clairement. Donc là, la traduction est quand même contestable. Hein. Bon, il est au plus bas ces jours-ci, il est retombé dans la dépression, il s'effondre, il a le moral à zéro. Alors vous voyez, là aussi, le moral à zéro, ça évoque pas tellement au bas. Hein. Sauf si vous imaginez une espèce d'échelle de 0 à... Mais c'est parce que c'est la traduction de My Spirit 5, où là, on voit bien l'enfoncement et voilà. Donc, c'est pour ça que de temps en temps, je vous donne directement la version française quand il n'y a pas de problème, mais il y a quand même un certain nombre de cas où la version française est un peu défaillante. Globalement, elle est excellente, hein, mais il y a des petits cas où il faut quand même regarder de près pour comprendre de quoi il s'agit. Alors, déprimé, je précise quand même en vous donnant un extrait de l'article du TLFI, ça veut bien dire, hein, au départ, enfoncer, affaisser, hein, déprimer les côtes de quelqu'un, le sol est déprimé, enfoncé. Hein, c'est-à-dire, on retient en français contemporain surtout l'idée de déprimer au sens psychologique, de dépression, etc. Mais en fait, à l'origine, il y a bien la métaphore conceptuelle d'aller vers le bas. Alors,
à chaque fois, Lakoff et Johnson essaient de justifier la métaphore conceptuelle en se référant à ce qu'ils appellent un fondement physique. Alors, comment se fait-il qu'on mette le bonheur en haut et la tristesse en bas? Eh bien, le fondement physique, c'est que la position penchée est associée à la tristesse et à la dépression, et puis la position droite et vers le haut est associée à un état affectif positif. Donc je vous ai mis deux petites images qui sont illustratives, mais vous pouvez très facilement l'imaginer. Est-ce que les étudiants chinois sont d'accord avec ça? Pour vous, c'est pareil? La joie en haut, la tristesse en bas? Oui, Pas forcément. Ah. Parce que quand on regarde vers haut, regarder la lune, c'est le sentiment de nostalgie. Ah oui, quand on regarde vers le haut pour voir la lune, ça peut être la nostalgie. D'accord. Ah, oui. Oui, dites. Souvent, l'émotion haute et l'émotion basse. Comme en anglais, up and down. Up and down. Ok. Non, mais il est possible qu'il y ait cette métaphore conceptuelle du haut pour le bonheur, la joie, et du bas pour la tristesse, mais que parallèlement, il y ait aussi d'autres valeurs qui interviennent comme celles que vous indiquez. Alors, deuxième exemple, le conscient est en haut, l'inconscient est en bas. Alors, l'inconscience, c'est pas au sens de l'inconscient freudien, c'est simplement la non-conscience, le fait d'être endormi ou d'être dans le coma, vous voyez. Alors, exemple, Allon émerge, il est plongé dans un profond sommeil, il est sous hypnose, il s'est enfoncé dans le coma. Donc, là, le fondement physique, il est évident, Quand on dort, on est en position couchée, et quand on est éveillé, on se lève. Donc c'est normal que le bas soit pour l'inconscient et le haut pour le sommeil. Ensuite, la santé et la vie sont en haut, la maladie et la mort sont en bas. Alors il est au sommet de sa forme, donc pour la santé, on voit bien. Lazare s'est relevé d'entre les morts, il s'est écroulé de fatigue, il est tombé malade, il est tombé malade. En anglais, on le dit aussi. En chinois, pareil, on tombe malade. C'est quand même curieux comme expression quand on y pense bien. Mais, oui. Oui. Non, mais vous savez, les liens dans la pensée européenne entre Eros et Thanatos, entre l'amour et la mort, sont très forts. Donc, il y a peut-être... mais effectivement... il vaut mieux tomber amoureux que tomber malade, c'est sûr. Sauf si vous voyez l'amour comme une sorte de maladie. Mais enfin, d'accord, on a aussi cette incohérence par rapport effectivement à la métaphore du bonheur étant haut. Après tout, tomber amoureux, il y a quand même quelque chose qui est lié au bonheur et à la joie. Mais on tombe. Donc effectivement, là, il y a un problème de cohérence métaphorique avec tomber amoureux. Sa santé est déclinante, il est tombé raide mort. La justification physique, c'est évident, la maladie ou la mort, on est couché, etc. Alors, il y a toutes sortes d'autres exemples. Je vous les ai donnés là plus rapidement, donc en distinguant haut et bas. Donc vous avez contraindre ou dominer qui est en haut, être contraint ou dominé qui est en bas. Le plus est en haut, le moins est en bas. Alors à chaque fois, vous avez les fondements, les justifications. Pourquoi plus est en haut? Parce que quand vous faites un tas de choses, un tas de livres, plus il y en a, plus c'est haut. Les événements, alors là c'est un cas un peu particulier parce qu'il n'y a pas une opposition, donc il n'y a pas le passé est en bas, mais le futur serait en haut et en avant. L'élite est en haut, la masse est en bas. Le bon est en haut, le mauvais est en bas. La vertu est en haut, le vice est en bas. Le rationnel est en haut et l'affectif est en bas. Voilà une liste complète, sans entrer à chaque fois dans le détail des fondements physiques de ces métaphores conceptuelles, qui donne bien
cette idée selon laquelle une série d'oppositions conceptuelles sont quand même structurées par cette opposition haut-bas. Alors, pour aller un peu plus loin et faire un petit pas de travers par rapport à Laïkov, je vous propose de jeter un coup d'œil sur ce qu'enregistre le lexique à propos de, par exemple, haut. J'aurais pu faire pareil avec bas, mais c'est pour vous donner une idée. Donc quand on regarde dans le TLFI, je vous donne le lien ici, mais je vais y aller à partir d'un document ici, que je vais vous projeter tout de suite. Voilà. Donc là, je vous ai indiqué, j'ai recopié en enlevant un certain passage complètement inutile, l'article haut de l'adjectif haut, j'ai enlevé la partie adverbe, ça nous intéresse moins, du TLFI. Pour voir un peu, est-ce que certaines de ces métaphores conceptuelles sont enregistrées dans le lexique du mot haut, dans la polysémie du mot haut. Alors, vous voyez que dès le début, vous avez des locutions figurées qui sont rangées dans la partie spatiale de l'adjectif haut, qui renvoient à des idées, pouvoir aller la tête haute, le front haut, là c'est plutôt la vertu qui est en haut, ça nous rappelle cette métaphore conceptuelle. Tenir la bride haute à quelqu'un, ça nous rappelle cette idée de domination, quand même, un peu. Mais ce qui va être intéressant, c'est plutôt la suite. Donc là, vous remarquez, on a un emploi grand A spatial, de haut. Ensuite, on descend et on a dans le temps. Alors, le TLFI nous rappelle que quand il y a un sens temporel de haut. Et le sens temporel, c'est qui est le plus éloigné de nous, le plus ancien, le plus reculé. La plus haute antiquité, c'est l'antiquité la plus ancienne. Le haut empire romain, la haute féodalité. D'accord ? La haute antiquité grecque. Bien. Et là, c'est complètement l'inverse de ce que disent Laïkov et Johnson quand ils disent que l'avenir est en haut. Parce qu'ici, on a quand même dans le lexique français, c'est le passé le plus ancien qui est en haut. D'accord ? On a la même chose quand on dit le haut allemand, le haut saxon. C'est l'allemand le plus ancien. Ensuite, une autre gamme de sens tout à fait intéressante, qui n'est pas du tout prise en considération par Laïkov, c'est l'ordre de la perception. Dans le domaine de l'ouïe, quand on dit que un son haut, un ton haut, les notes hautes de la gamme, un haut la bémol pendant 4 mesures. Ici, haut signifie aigu, en fait. Oui ? C'est la position sur la portée. Oui, la position sur la portée est iconique de cette hauteur, mais il peut y avoir une justification plus fondamentale, sans parler de la représentation graphique des notes. Mais en tout cas, pourquoi il n'y aurait pas une métaphore conceptuelle ici, que l'aigu serait en haut? À votre avis, pourquoi est-ce que Laïkov n'en parle pas? Un autre exemple du même genre, je passe sur les expressions qui renvoient à l'échelle d'intensité. Alors, il y a aussi l'échelle d'intensité. À haute voix, ça peut signifier non pas aigu, mais forte voix. Mais c'est un peu moins intéressant. On a aussi autre chose, qui est le domaine de la vue et le domaine du goût. Haut en couleur, ça veut dire très coloré. Au sens propre ou au sens figuré. Dans le domaine du goût, alors ça, c'est un peu ancien. On ne le dit plus trop aujourd'hui. Un goût, quelque chose qui est de haut goût, très relevé.
Alors, exemple, « Eh bien poivré les écrevisses, j'espère, dit le capitaine, mon épouse aime les mets du haut goût. Hein, » dans George Sand. Il s'accommode de régimes copieux et cherche spontanément à corriger l'inertie de ses réactions organiques par des aliments de haut goût ou riches en calories. Donc, ça, c'est une expression tombée en désuétude. On ne le dit plus en français, mais ça s'est dit à un moment donné. Alors, là aussi, quelque chose qui a disparu, de haute graisse. Hein, de haute graisse qui signifiait, et là le Téléfi précise bien que c'est vieilli, bien engraissé. Et, au sens figuré, truculent. C'est pendant ce temps-là que s'écrivent sur les murs des farces contre les professeurs avec des vers de haute graisse, au fusain, dans un texte de Vallès. D'accord ? Donc, chez Rabelais, mouton de haute graisse, bien en chair, bien engraissé, de haute graisse. Hein. Bon, ça, de haute graisse, de haut goût, ok, on ne le dit plus. Mais, on a quand même haut, au sens aigu, et puis haut en couleur. Alors, il faudra essayer d'expliquer pourquoi Lakoff laisse complètement de côté au moins le haut aigu, qui marche aussi bien en anglais. Hein. Et je suppose en chinois aussi. Aigu, haut, oui. Hein. Alors, ensuite, on a l'échelle de valeur. Alors là, on va retrouver Lakoff. Hein, dans une échelle qualitative ou quantitative de valeur, le plus grand, le plus abondant, etc. Donc, la plus haute distinction. Hein, par exemple. Là, une haute conjoncture, bon, là c'est plus net dans la plus haute distinction, haute paie, haute rémunération, haut salaire, hein, ça veut dire simplement élevé. Alors, des hauts prix, ça se dit plus, on va dire des bas prix, mais pas des hauts prix. Hein. Les hautes cartes, ça je laisse tomber. Les hautes classes de la société, donc dans les expressions, vous voyez, on retrouve l'idée de domination, qui existe même pour la haute pègre, hein, la haute pègre. Dieu le très haut, d'accord, toujours l'idée de domination. Alors, il y a aussi la hiérarchie des valeurs, hein, esthétiques ou intellectuelles, haute intelligence, haute capacité, haute compétence. C'est encore autre chose. Hein. Noble ou supérieur en son genre, haute poésie, haute tragédie, haut lyrisme, le haut style. Et puis enfin, dans le domaine de la hiérarchie des valeurs morales, une âme haute, un esprit haut, donc avec le sens de élevé, noble, la haute vertu, etc. Et puis enfin, il y a encore un dernier exemple, mais qui est très général. Hein. D'ailleurs, le Téléfi précise bien un sens très affaibli, très grand, extrême, la haute sécurité, etc. Une haute valeur nutritive. Donc une simple valeur d'intensif qui renvoie à ce que Lakoff caractérise en disant le plus est en haut. Bien, je crois. Voilà. On a fait le tour de ce que les Téléfi nous proposent sur ce sujet. Alors, si on fait une synthèse de tout cela, ça donne la chose suivante. On a d'abord le sens de base de haut qui est donc la verticalité, le haut au sens spatial. Ensuite, on a vu qu'il y avait dans le temps, hein, le passé qui est en haut. Dans l'ordre de la perception, en gros, c'est l'intense qui est en haut, hein, ce qui vaut pour le haut goût, haut en couleur. Mais le cas particulier de l'ouïe qui renvoie à l'aigu qui est en haut. Dans les échelles de valeur, la plus grande valeur est en haut. Dans le domaine abstrait, on retrouve la domination est en haut et qu'on retrouve dans voilà, toute cette hiérarchie de valeurs qui peuvent se décliner en valeurs esthétiques, valeurs morales, etc. etc. Hein. Ce qui a une haute valeur est en haut. Ce qui n'est pas tout à fait comme le quantitatif, hein, comme le plus est en haut. D'accord ? Alors, si on compare avec ce que propose Lakoff, on a les différences suivantes. Il y a
des métaphores conceptuelles communes. Hein. La valeur est en haut, la domination est en haut. Pour aussi bien dans le lexique tel que l'enregistre, tel que le décrit le TLFI et dans Lakoff et Johnson. Il y a un certain nombre de métaphores conceptuelles qui ne sont pas du tout développées par le TLFI. Il y a le passé est en haut comme dans la haute antiquité, qui est même le contraire, je l'ai dit, de ce que dit Lakoff. Et puis surtout, l'aigu est en haut, hein, qui est complètement, qui n'apparaît pas du tout dans ce chapitre, en tout cas sur les métaphores conceptuelles d'orientation de Lakoff. Et puis il y a un certain nombre de métaphores conceptuelles de Lakoff et Johnson qui n'apparaissent pas du tout dans le lexique du TLFI. Par exemple, le bonheur est en haut, on ne l'a pas vu dans le TLFI. La santé, la vie sont en haut, le conscient est en haut, on n'a pas vu non plus. D'accord ? Alors, pourquoi ces différences ? D'abord, le lexique, tel qu'il est décrit dans les dictionnaires, n'enregistre pas toutes les métaphores conceptuelles. C'est presque, enfin c'est pas un hasard, mais il se trouve qu'il y a des sens de haut qui sont suffisamment stabilisés pour qu'on puisse les intégrer dans le dictionnaire et qu'on ait à un moment donné une description de haut au sens de domination, comme les hautes classes de la société par exemple, etc. Mais par exemple, la métaphore conceptuelle du bonheur qui est en haut n'est pas exprimée par le mot haut. Elle est exprimée par, je sais pas, je saute de joie, par les exemples qu'on a donnés un peu tout à l'heure, mais le mot haut n'apparaît pas nécessairement. Donc là, ça pose un problème de méthode, parce que le lexique, si on prend une méthode qui se base sur le lexique pour essayer de dégager les métaphores conceptuelles, on va passer à côté d'un certain nombre de métaphores conceptuelles. Mais alors comment on va faire pour les trouver ? Est-ce que c'est le hasard de regarder des textes ? Est-ce que c'est l'intuition ? Est-ce qu'il y a une méthode un peu systématique pour développer une sorte d'inventaire des plus importantes des métaphores conceptuelles qui caractériseraient une société ? Alors, à ma connaissance, on a jusqu'à présent surtout donné des exemples plus ou moins approfondis. Mais on n'a pas, par exemple, un ouvrage, je ne sais pas moi, sur la civilisation française qui serait fondé sur l'ensemble des métaphores conceptuelles en jeu dans la langue française. Est-ce que c'est possible de faire ça exhaustivement ? Ou est-ce qu'il y en a trop ? Bon, mais on pourrait faire un dictionnaire à ce moment-là des métaphores conceptuelles, pourquoi pas ? Hein ? Mais ça, je ne sais pas. À ma connaissance, en tout cas, ça n'existe pas. Mais c'est quand même pas très facile à faire parce que il faudrait analyser des grands corpus, les analyser en plus à la main. On ne voit pas comment automatiquement on pourrait détecter les métaphores conceptuelles. Donc ça demande un travail assez compliqué. Lakoff avait mis en place un site, je ne sais pas s'il est encore existant, dans lequel il y avait quand même beaucoup de descriptions sur l'anglais et puis d'autres langues. Mais ça c'est un peu, si vous voulez, c'est un peu passé de mode les métaphores conceptuelles. Donc c'est un peu le problème des modes dans la recherche, c'est qu'il y a un concept intéressant, mais il est remplacé au bout d'un moment par un autre qui est plus, voilà, qui est nouveau. Donc je pense qu'on n'a pas exploré tout ce qui était possible d'explorer à partir des métaphores conceptuelles. Et puis le deuxième point, c'est ce fameux cas de l'aigu qui est en haut, qui est un truc évident, vous êtes d'accord, hein, c'est facile à repérer quand on travaille sur les métaphores conceptuelles d'orientation. Qu'est-ce qui est en haut, en bas ? Bon, ben l'aigu c'est en haut. Est-ce que vous pouvez deviner, je pense, pourquoi Lakoff ne la traite pas, cette métaphore conceptuelle ? Je pense qu'il y a une véritable raison. Eh bien, c'est parce que les métaphores conceptuelles, dans l'esprit où elles sont conçues par Lakoff et Johnson, doivent éclairer un domaine abstrait à partir d'un domaine concret. Donc, les émotions, par exemple le bonheur ou la tristesse, sont figurées grâce à l'axe haut-bas, avec le bonheur en haut
la tristesse en bas. Mais le grave et l'aigu, c'est pas abstrait. C'est pas plus abstrait que le haut et le bas, d'une certaine façon. Donc, il n'en parle pas, mais là, c'est une erreur de méthode, parce qu'on a quand même quelque chose de similaire, puisqu'on a bien cette espèce d'équivalence, où dans la langue, c'est à la fois visible dans la langue, et puis c'est même visible, c'est immédiat. Un son aigu, on le voit haut, quoi, et un son grave, on le voit bas, il y a des raisons physiques pour ça. Mais ça renvoie à ce qu'on appelle parfois les correspondances transmodales, cross-modal correspondences. C'est-à-dire que nos modalités sensorielles ont des liens logiques. On perçoit une sensorialité comme l'ouïe, c'est-à-dire aigu-grave, au moyen d'une autre sensorialité, c'est-à-dire l'espace haut-bas. De la même manière que ce fameux exemple que j'ai déjà donné sans doute X fois, Maluma Takete. Vous vous souvenez, l'exemple de la figure arrondie et la figure angulaire, et puis on demande aux gens laquelle s'appelle Maluma, laquelle s'appelle Takete, et la figure qui ressemble à un nuage, tout le monde dit qu'elle s'appelle Maluma, et la figure qui est angulaire, tout le monde dit qu'elle s'appelle Takete. D'accord ? Bon, et bien là, qu'est-ce qui se passe ? Le son Takete évoque une figure angulaire. Donc on a aussi cette idée qu'une modalité sensorielle sonore évoque une modalité visuelle. D'accord ? Ce qui est important ici, et c'est très important parce que c'est une caractéristique de la cognition humaine absolument fondamentale, c'est que nos sensorialités ne sont jamais isolées. En fait, percevoir quelque chose par l'ouïe, c'est en même temps le percevoir spatialement. Et même aujourd'hui, il y a aussi des travaux sur l'olfaction, etc. Donc il y a un lien intrinsèque entre les sensorialités. Alors, on peut développer un concept de métaphore conceptuelle qui exclut ce type de lien. Mais on peut aussi essayer de penser ce lien entre les métaphores conceptuelles qui sont sensorielles, on pourrait dire, entre, par exemple, aigu et haut, ou grave et bas, métaphores conceptuelles sensorielles, et puis les métaphores conceptuelles tout court, celles que travaillent Lakoff et Johnson. Alors, un petit mot de conclusion donc, sur ces métaphores d'orientation. Bon, la plupart de nos concepts fondamentaux sont organisés en fonction d'une ou plusieurs métaphores d'orientation spatiale. Là, c'est une citation de Lakoff et Johnson, ils y vont vite, puisqu'ils disent la plupart de nos concepts fondamentaux, on n'a pas vu qu'ils prenaient un nombre de concepts fondamentaux. Si vous voulez, là, il y a un passage à la limite quand même qui est assez important. Ah oui, on va être obligé d'arrêter. Bon, bah écoutez, je vais à ce moment-là arrêter le cours ici, puisqu'on est en retard, il est déjà 14h, et je reprendrai cette conclusion juste après les vacances, dans le prochain cours. Voilà, merci de votre attention, et puis bonnes vacances.